May I now invite David Allen and Abdelatif Lawi to give a double-act presentation. So thank you, Michael, for the introduction, and thank you, Safri, for the previous presentation. My name's David Allen. I'm a banker with the EBRD transport team. I'm assured that there is a substantial prize for the shortest presentation, so I'm going to try and win that today and then hand over to my good friend, Abdelatif. First, a very quick word on EBRD. We are a development bank active in 36 countries of operation in Eastern Europe, Central Asia, and North Africa. We lend to both private and public sector, but about 80% of our projects are actually with the private sector. Green economy investments are increasingly at the heart of what we do, and as the slide shows, adaptation within green economy is getting more and more important in terms of lending volumes. But as with other development banks, we're not only a lender, a source of funds in ourselves, we also mobilize funding from other donors, but also, and quite importantly, we act as a sort of intermediary between developing global best practice and global initiatives, global experience on climate change adaptation and our countries of operation. And often that can be our value add, even if the finance being mobilized is relatively plain vanilla. I'm now going to talk briefly about a specific port case study, and then my friend Abdelatif will talk more widely about the sector in Morocco. Just a word on why ports, and I think this slide, the picture tells 1,000 words. But thinking about the characteristics of ports, why are they interesting in terms of adaptation? Well, they're important. For Morocco, 95% of Morocco's trade passes through the port sector, and it's essential for key commodities, food, energy. They're long-term assets. What you do now, ports are one of the classic cases of an asset which has a 50, 100-year design life. So what you do now, the decisions you take are going to have a long-term impact. Ports are also vulnerable. They're right next to the sea. And I think Monsieur Lawi will give more detail on how to think on that in a more structured way. And then finally, ports are, because they're big, lumpy investments with a long project cycle, you can intervene at different points in the life cycle of a port. So you can adapt existing port infrastructure, you can be present right at the design, very early concept stage, or you can come in somewhere in the middle. The specific case of Nador, which I'm going to look at, is an example of where we came in shortly before our project started. So a lot of the main work was done, but we were still able to come in and have some input to the design of the port as an overall system. So Nador West Med is a large greenfield port on Morocco's Mediterranean coast. It's currently under construction. It's one of the biggest construction sites in the country, if not the biggest. Very impressive what's going on there. We provided debt financing to the project. The main funder is the Moroccan government, but we provided debt financing alongside the African Development Bank and the Arab Fund for Social and Economic Development. Now, during the project preparation phase, we commissioned a study on climate change adaptation, trying to look at what we could include and incorporate within the port design and operation plan to incorporate adaptation and resilience measures. Now, in this case, the design of the basic infrastructure was largely complete. So, the big decisions on what the port was going to look like and how it was going to be dimensioned, those decisions had already been taken. But nonetheless, we were still able to come with some useful and practical advice and suggestions on two main areas. One was the operational point. So that's actually the final three bullets on the slide. So looking at emergency response plans, asset maintenance, and really just making sure that there's a structured system to capture these issues, and also coastal erosion monitoring, which is, in the previous session, there was some interesting discussion about the fact that there's ongoing uncertainty, and we're never going to have enough information, but the more information we can capture, the better the systems and the response will be. Then the other area where we were able to have an interesting impact was looking forward to the operation phase of the port. Because the construction phase lasts 5 or 6 years, but then the operation phase
will carry on for the next 30 plus years for the initial contract, and then longer over the life of the infrastructure. And the infrastructure build isn't only the basic infrastructure works that we financed, but also when concessionaires and operators come in later to operate the port, they bring equipment, but they also finish off the infrastructure. They'll put in the last meter or two of concrete on top. And there's a lot of questions, a lot of areas where you can also incorporate adaptation responses at that level. So a couple are mentioned here, looking at things like drainage design, equipment specifications, storage, and so on. So that's really what I wanted to say about NADWOR, and I hope I've managed to put that in context a bit about where that sits in the project cycle. What that then has led us onto is a more ambitious project that we're developing with ANP and with the GEF, the Global Environment Facility, which is trying to look at some of these questions in a more systemic way, what you can do on a national basis, how you can fit adaptation into your planning at various points in the cycle, and also how you can look at questions like national guidelines and standards in a context where you also have a national process. How do you bring in international best practice to that? So with that, thank you for your attention. I'll pass on to Dr. Latif. Thank you. Bonjour tout le monde, excusez ce contretemps. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir. Je tiens à remercier les organisateurs pour ce forum, qui, comme l'a dit M. Mzouar hier, président de la COP22, un événement important pour une thématique importante. Et donc, nous, en tant qu'autorité portuaire, l'Agence nationale des ports, nous sommes interpellés également donc, par cette problématique à plus d'un titre. Et j'essaierai donc dans mon intervention de faire le partage d'expériences que nous avons, je dirais, vécu et monté avec notre partenaire, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Dans mon intervention, donc également, j'essaierai donc de citer quelques effets qui ont un lien direct avec, qui touchent directement les ports, donc effet donc du changement climatique que nous avons donc partagé durant ces 2 jours. Et au passage, j'aimerais donc faire un zoom sur le secteur portuaire marocain, qui représente un secteur très, en fait, je dirais, dont la place est très sensible dans l'économie nationale et pour la garantie des échanges du commerce extérieur. Pour vous donner quelques chiffres, le Maroc pratiquement effectue 98% de ses échanges extérieurs par voie maritime. Donc c'est dire toute l'importance des ports. Et nous sommes sur 2 rives, la rive Méditerranée et la rive de l'Atlantique, pratiquement sur 3500 km de côte. Le Maroc est par excellence un pays maritime, et donc il y a cette tradition, je dirais, donc de vivre avec le port, d'utiliser le port et de passer par le port. Bien entendu, c'est un secteur qui a connu une évolution depuis déjà plusieurs années, en passant par différentes configurations, différents modèles. Je ne citerai que je dirais le modèle concessionnaire qui a été pratiqué depuis donc, au début des années 60, mais qui a évolué, là encore, donc, de par les spécificités de ce secteur et la situation de notre pays dans le temps. Et donc, on est passé de ce système concessionnaire à un système de gestion par des entités de droit public pour arriver à la réforme que nous avons vécue en décembre 2006 et qui a donné lieu donc à une nouvelle configuration que je vous présente, qui a permis, donc c'est une réforme qui a permis donc de clarifier un peu davantage les responsabilités entre les différents intervenants et parties prenantes, et
d'introduire au niveau donc, de ce secteur toute l'émulation, toute la concurrence entre les différentes parties prenantes et les différents dépositaires d'enjeux. Aujourd'hui, on trouve 3 niveaux dans le secteur portuaire. Il y a l'État, de par donc, son rôle de planificateur, qui définit la vision et les perspectives de développement du secteur, et donc via notre ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, qui assure, disons, la planification de ce secteur. Et tout le monde a entendu parler de la vision 2030, qui est une vision qui prévoit la réalisation d'un certain nombre d'investissements nouveaux, mais aussi de développement, et qui avoisine les 6 milliards de dollars donc, à l'horizon 2030. Et donc c'est un élément, c'est un input qu'on prend en considération et qu'on intègre dans notre façon donc, dans la gestion des ports qui relèvent donc de l'ANP et qui sont au nombre donc, de 34 ports. Le deuxième niveau, c'est l'ANP en tant qu'autorité portuaire. Il joue son rôle d'autorité et de régulateur du secteur. Et bien entendu, j'aurais à vous présenter un peu la vision de l'autorité qui constitue un carrefour, un point de convergence de toutes les parties intervenant dans les ports. Et il a ce rôle donc, de facilitateur entre ces intervenants. Et le troisième niveau, bien entendu, il y a les opérateurs qui prennent en charge les activités portuaires de manutention, de gestion, d'entreposage et de tout ce qui va avec en connexe. Ces opérateurs sont des opérateurs de droit public et de droit privé. Donc partons de cette, je dirais, stratification du secteur et qui a le mérite, comme je l'ai dit au début, donc d'apporter cette clarification des rôles et d'éviter des dilutions des responsabilités entre toutes ces parties prenantes. La mission de l'ANP, bien entendu, donc, c'est de réguler les activités et les ports et les ports qui relèvent donc de son domaine d'intervention. Bien entendu, il ne peut le faire sans la gestion d'un patrimoine infrastructurel portuaire qui sont le port, qui sont les ouvrages de protection, qui sont les jetées, qui sont les digues, qui sont les installations, les différentes installations que vous connaissez. Et ce patrimoine-là constitue, je dirais, un patrimoine souverain sur lequel donc, veille l'ANP, mais veille également notre pays et tous les départements concernés pour le préserver, de par l'importance que j'ai citée au début de mon intervention. Bien sûr, il y a ce rôle également de sûreté-sécurité et combien important avec tout ce que se passe à l'échelon international mais aussi national, et pour lequel l'ANP investit énormément. Mais il n'y a pas que ça, il y a la protection de l'environnement. Et donc, dans la culture de notre institution, l'environnement constitue une composante importante qui est déclinée dans tous les domaines d'intervention de l'agence, dans l'investissement, dans sa relation avec l'environnement, dans sa relation avec, je dirais, en fait, tous les milieux environnants donc, qui touchent le port. Et donc, c'est un élément important pour nous. Juste une carte pour voir un petit peu la répartition des différents ports, les 34 ports dont j'ai parlé. Nous avons aujourd'hui 12 ports de commerce qui sont ouverts à l'international, 15 ports de pêche pour assurer cette activité et 6 ports de plaisance pour accompagner donc, les politiques publiques en la matière, notamment le plan Azur. La mission, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour dire que la déclinaison de de la mission, de la vision de l'ANP en tant qu'acteur fort qui fédère l'ensemble, tout ça, bien entendu, il y a dans les orientations stratégiques de l'ANP la composante environnementale qui est présente. Alors pour ce qui concerne justement cette composante, bien entendu les ports, à l'instar de toutes les activités
exercés, de toutes les activités humaines, et ils ne sont pas en marge des effets du changement climatique, et donc ils sont, je dirais, soumis à différents facteurs que je peux énumérer en 4. Bien, il y a d'abord l'augmentation du niveau de mer. Tout le monde a constaté donc cette augmentation, et vous pouvez imaginer donc ces répercussions sur des infrastructures qui sont exposées directement donc avec en fait à la mer, avec toutes les implications qu'on pourrait imaginer. L'augmentation de l'énergie de la houle. Aujourd'hui, les ports ou les infrastructures portuaires connaissent à travers donc avec cet effet, ce changement climatique, une forte sollicitation, et donc ça agit sur la durée de vie de ces ouvrages, ça agit sur, disons, les différentes constituants de ces ouvrages, les bétons et toutes les composantes. Et nous allons voir, donc, à titre d'illustration, l'image de la houle dont a parlé David tout à l'heure, qui a enregistré un niveau record de 13,62 m en 2014. Pratiquement, c'est un niveau qui n'est pas très loin du niveau de la houle projet. On a eu des craintes certaines, en fait, qui menaçaient toute l'infrastructure portuaire. Et donc, de 13,62 qui constitue pratiquement 2 fois et demi ce qui est normal, vous pouvez imaginer un petit peu les conséquences. Il y a également les fortes précipitations. Et ces fortes précipitations, dans des temps souvent très courts, ont des conséquences néfastes sur l'enceinte et sur le milieu portuaire, dans le sens où il y a tout un transport de sédiments qui menacent la sécurité au sein des ports. Et donc c'est un effort de dragage supplémentaire, c'est un effort de dévasage supplémentaire pour assurer la sécurité au sein, donc, au sein des ports. Et bien sûr, il y a le phénomène qu'on ressent tous, pas uniquement dans les ports, mais l'augmentation de température, en fait, qui n'est pas, encore une fois, sans conséquence sur les ouvrages portuaires, sur leurs matériaux, etc. Donc l'enjeu est important quand on sait qu'un port, c'est un investissement budgétivore, c'est un investissement qu'on ne peut rentabiliser que sur plusieurs années, et encore plus s'il est menacé par des effets donc, de changement climatique. L'enjeu est de taille, et encore plus pour le cas de notre pays, où ce secteur joue un rôle crucial. Quelques illustrations, vous voyez donc pratiquement quasiment un affaissement de la jetée. Ça s'est passé au port de Josfar en 2003. Une autre photo, vous voyez un petit peu les dégradations qui ont touché l'ouvrage de plus près. Donc c'est pratiquement, je dirais, des effondrements quasi totaux. Et dans cette dernière photo, pratiquement le départ d'une partie de la jetée, vous voyez donc pratiquement à l'extrême, où il y a une partie de la jetée, le couronnement qui part donc dans l'eau. Ça traduit en fait toute la pression et toute la force qu'exercent ces effets de changement climatique. Alors, au niveau de l'agence, pour pouvoir agir, nous avons envisagé un certain nombre donc, d'actions, de mesures qui, en fait, nous ont permis à Valor aujourd'hui donc, disons, de préserver ce patrimoine, mais qui ne sont pas suffisantes, et nous sommes allés donc dans d'autres mesures, et à travers donc des partenariats avec des institutionnels, avec des bailleurs de fonds, et avec je dirais des établissements exerçant donc dans le domaine. Les premières mesures sont d'ordre opérationnel. Nous avons revu notre façon de draguer, de dévaser à travers donc un ciblage beaucoup plus pointu pour, disons, garantir la sécurité au sein donc de ports, et puis agir en amont au lieu de continuer à draguer des bassins, ce qui est budgétivore et ce qui consomme énormément donc, de financement, mais disons aller vers des solutions plus structurantes,
plus radicale, en mettant donc notamment, comme on l'appelle chez nous, donc des épis qui bloquent le transport de sable, et c'est des obstacles qui ont donné en fait des résultats fort intéressants, et nous continuons toujours notre action et la réflexion pour trouver des solutions beaucoup plus, disons, efficaces. Des mesures structurelles, nous sommes sur un programme de réhabilitation des ouvrages de protection de concert avec l'État pour pouvoir réhabiliter justement ce patrimoine, parce que en fait leur effondrement pourrait se traduire par des conséquences fâcheuses, par je dirais une paralysie au niveau de l'activité des ports. Et nous capitalisons donc sur tout ça à travers donc la base de données qui est constituée par différents partenaires. Nous avons des conventions pour nous alimenter en informations, pour pouvoir prendre ces informations, notamment touchant les halls, touchant l'évolution de la température, les vents, etc., pour pouvoir les intégrer dans nos études techniques à la base donc de réalisation de projets nouveaux dans les ports. Nous nous sommes inscrits, et ça c'est là, nous nous sommes inscrits dans des cadres de partenariat. Nous avons déjà mis en place un système de gestion de management environnemental avec l'AFT dans le cadre d'un plan d'action environnementale et sociale, et qui a été décliné pour donner lieu à une RSE impliquant pratiquement toutes les couches en fait, et tous les niveaux de l'agence. Et nous sommes avec la BERT et le GEF, donc dans le cadre d'un projet, et qui me semble-t-il un modèle à suivre. Hier, on a parlé des barrières dans la mise de financement de tout ce qui est projet donc, de résilience climatique. Et il me semble que c'est un cas à prendre en considération. Nous sommes en présence de financement d'infrastructures portuaires, mais en présence donc d'appui financier d'actions qui permettent donc la résilience climatique que nous sommes en train donc de mettre en place avec la BERT. Et ça a donné lieu à un mixage de ce genre, donc un prêt, ça a été dit tout à l'heure dans la communication de notre collègue de Jamaïca, un prêt qui sera accordé par la BERT, le don GEF qui va accompagner donc toutes les actions d'adaptation climatique et mobiliser des fonds, et une assistance par la BERT qui verse dans le même sens l'adaptation climatique. Et donc, pour ne pas m'étaler davantage, peut-être je laisserai le soin après s'il y a des questions, donc je pourrai répondre. Cette expérience s'est faite selon une démarche concertée. Nous avons sollicité pratiquement toutes les parties prenantes pour verser un peu de leur côté leur façon de voir et la problématique de changement climatique touchant directement les infrastructures. L'étude qui a été menée dans ce sens a permis d'avoir des éléments d'appréciation importants à travers l'identification des risques, à travers leur évaluation, mais aussi donc, la formulation de certaines préconisations et de mesures d'adaptation. C'est aussi un financement qui concilie toutes les contraintes, que ce soit en termes de coûts, en termes de délai de réalisation des projets, mais aussi environnemental. Et bien entendu, tout ça se fait dans le respect des normes et des référentiels en matière environnementale. Cela, bien entendu, dans l'objectif de préserver ce patrimoine infrastructurel portuaire et de protéger l'interland, qui est important aussi, parce que les ports ne peuvent pas être pris isolément de leur environnement. Et là, vous avez certainement vu tous les cas que nous sommes en train de réaliser partout dans les ports. Le cas du port de Casablanca qui s'ouvre pratiquement à sa ville. C'est aussi une manière donc de mettre en valeur tout ce patrimoine, mais en même temps traiter les problématiques de façon, je dirais, globale, pas parcellaire, notamment celles liées à la préservation et la protection donc, de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie. Okay, thank you for that double presentation.